Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes avec Michael Zonta, donc une nouvelle interview aujourd'hui. Michael, donc on est dans le cœur du club Startup Imo. Et là, on est vraiment immobilier, vraiment startup. Bonjour à toi, Michael. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, Bonjour Samuel, merci à toi. Cette entrevue est retransmise sur Clubhouse. J'écouterai s'il y a des messages, vous les mettez sur LinkedIn et sur Facebook. Il y a juste, quand vous joignez, vous avez un message de StreamYard, donc il faut que vous cliquiez pour autoriser de transférer votre nom, sinon on ne peut pas avoir votre nom. Bonjour Dominique. Voilà, on fait comme ça. Comme Dominique, on a cliqué et on voit le nom des personnes. Michael, on te présente, vas-y, présente-toi. Donc tu as 35 ans. Ouais, avec grand plaisir, je m'appelle Michael Zonta, j'ai 35 ans, on va parler d'immobilier, on va parler de ma passion et de ceux qui nous écoutent aussi, je crois. Ça fait 10 ans, ça passe vite, ça passe très très vite, hein. Ça fait déjà 10 ans que j'ai démarré dans cette belle aventure du monde de l'immobilier avec mon acolyte et cofondateur Manuel Ravier. Et ça nous a emmené de fil en aiguille à diriger aujourd'hui cette société d'investissement clé en main et rentable, investissementlocatif.com. Et c'est plus de 150 collaborateurs aujourd'hui qui se démènent pour nos clients sur le terrain, quasiment dans la France entière, parce qu'on arrive aujourd'hui globalement à mapper quasiment toute la France. Et on est encore en développement. Le concept initial et qui est resté le même, mais bien évidemment qui a pris de l'ampleur, et on souhaite que ça en prenne encore le plus possible, parce que c'est vraiment dans cette thématique de revenus alternatifs, de revenus passifs, de liberté financière. C'est vraiment le fait de pouvoir prendre l'ascenseur social de l'immobilier, parce qu'aujourd'hui, à mes yeux, c'est le vrai et plus grand ascenseur social qui existe aujourd'hui en France, qui est le fait de pouvoir se développer un patrimoine immobilier en créant de la valeur et sans, entre guillemets, en souffrir financièrement à devoir le financer, puisque c'est les loyers qui vont rembourser au fil du temps ce patrimoine immobilier. Et ça crée de beaux empires immobiliers chez nos clients, et j'espère demain chez ceux qui nous écoutent. Ça, c'est vrai, c'est ce que tu dis dans ton bouquin que j'ai là, que tu as derrière toi. Voilà, d'ailleurs, tu vois, je l'avais acheté, puis après, on t'a rencontré, tu nous l'as donné. Donc ça, c'est le bouquin de Michael. On mettra le lien, je mettrai le lien dans la description. Donc, c'est ce que tu dis effectivement dans ton bouquin, que c'est un moyen de démarrer à partir de rien. C'est l'ascenseur. Enfin, je le relisais, je repassais ce matin. C'est l'ascenseur social en venant, peu importe le milieu dans lequel tu viens. Et ça, c'est très vrai. Et c'est intéressant de le rappeler, parce qu'aujourd'hui, dans un monde où souvent on dit soit il faut sortir d'un milieu, soit faire des études, mais là, on y arrive. C'est un très bon point. Ouais, Pardon, vas-y. Il y a vraiment deux grands axes. Je défie quiconque de me prendre un exemple de quelqu'un. Alors, on va focaliser bien évidemment sur le côté financier. Il y a plein d'autres façons de réussir sa vie. Je fais toujours une parenthèse là-dessus. Je veux pas qu'on assimile la réussite que à la réussite financière. Il y a plein d'autres manières de réussir sa vie et qui sont complémentaires. L'un n'empêche pas l'autre. Mais si on focalise bien évidemment sur le côté finance personnelle, je défie quiconque de me trouver quelqu'un qui a réussi comme ça à avoir de l'argent, à se constituer, à prendre l'ascenseur social dans un schéma traditionnel. C'est extrêmement compliqué. Ça l'est encore plus dans un monde aujourd'hui d'hyperinflation et de tension de manière générale. Donc, c'était vraiment, pour moi, l'immobilier, c'est le gros coin de ciel bleu, le paradis fiscal qui permet aujourd'hui d'un jeune qui démarre de rien, de zéro, et quelquefois de moins que zéro financièrement parlant, parce qu'il a une dette, par exemple, avec ses études, de pouvoir arriver à se constituer un patrimoine, un stock financier, d'atteindre une certaine liberté et indépendance financière, et de préparer l'avenir, mais l'avenir sans avoir besoin de dire, si je démarre à 20 ans, le seul avenir que j'ai en termes de rente, c'est le fait d'avoir une retraite qui sera toujours plus petite à 60 ans, c'est le fait d'être globalement beaucoup plus maître de sa destinée, et ça, l'immobilier le permet, en venant d'une famille extrêmement populaire, sans avoir de capital au départ et sans avoir eu la chance ou la malchance d'hériter, parce que quelquefois c'est bien évidemment la malchance quand on connaît les gens, c'est une malchance, mais en tout cas sans avoir de capital de départ. Aujourd'hui, c'est combien de personnes accompagnées, combien de biens qui sont passés entre tes mains en 10 ans? On a fait plus de 1500 projets effectués. On en fait, alors ça a été en croissance, la première année on a fait 10 par an, 30 par an. On n'a pas fait tout de suite ce service-là. Au tout début, quand on a commencé dans le monde de l'immobilier, on voyait passer des bonnes affaires, mais on ne s'est pas levé un matin. Si on parle d'entrepreneuriat, de start-up, c'est aussi le fait de pouvoir pivoter. On parle souvent du pivot. C'est aller finalement écouter ses clients et leur donner ce qu'ils ont envie,
sans forcément au départ que ce soit révolutionnaire, parce que je le dis toujours, on a bien évidemment créé beaucoup de valeur pour nos clients, mais on n'a pas révolutionné quelque chose, on n'a pas inventé quelque chose. Depuis la nuit des temps, les gens achètent de l'immobilier, depuis la nuit des temps, les investisseurs effectuent des travaux, depuis la nuit des temps, les personnes font de la location meublée. On a juste fait ce qu'on appelle le one-stop shop, c'est le fait de mettre vraiment l'ensemble des compétences à l'intérieur d'une même maison et le fait de dire nos clients ne vont pas avoir besoin de chercher eux-mêmes leurs artisans, ne vont pas avoir besoin de chercher leurs décorateurs, leurs courtiers. On met l'ensemble des compétences liées à un projet en interne et comme ça, l'interlocuteur, le client a un seul prestataire, nous, une seule personne. En lien, ça permet d'être beaucoup plus fluide et ça permet, nous, de prendre nos responsabilités, bien évidemment, d'un point A à un point Z et de ne pas laisser le client au milieu avec ses travaux, avec sa déco, avec sa location. Donc, c'était ça qui était révolutionnaire dans le sens de l'accompagnement global et clé en main. Mais ça s'est construit au fil de l'eau parce que aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que les taux sont bas, mais il y a 5-6 ans, quand on a démarré il y a 10 ans dans l'entrepreneuriat, 5-6 ans sur vraiment ce service-là, on entendait, mais je vais payer des impôts, je vais avoir des impayés, mais c'est pas possible que le loyer rembourse ma mensualité. Alors, on entend toujours bien évidemment ça, mais réellement un petit peu moins parce qu'il y a beaucoup de pédagogie qui a été faite, à la fois sur les réseaux, à la fois, bien évidemment, sur la toile de manière générale, et puis parce que le bouche à oreille aussi, quand vous l'avez fait, que ça fonctionne, que vous en parlez à vos parents, à vos amis, à votre famille, bah, ça fait un effet boule de neige. Donc déjà, c'est bien parce que ça fait beaucoup de pédagogie. Et aujourd'hui, les gens, de manière générale, les investisseurs, eux, le savent déjà, mais ceux qui n'étaient pas investisseurs et qui ont envie de le devenir ou qui le deviennent, bah, prennent conscience que c'est possible d'investir de façon rentable dans l'immobilier, de se développer un patrimoine. Et ça nous a amené à faire aujourd'hui plus de 500 opérations par an. Donc toi, tu es sorti de tes études, donc tu as fait une école de commerce. Ouais, école de commerce. Je vais monter ma boîte, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ouais, j'ai toujours voulu monter ma boîte, mais je ne pensais pas que je le ferais si tôt. Et si tu veux, je n'étais pas un cancre non plus. J'ai eu la chance après de faire une école de commerce renommée, mais j'ai redoublé au lycée. J'étais du coup en situation d'échec scolaire, en tout cas au lycée, et je voulais pas faire d'études longues, donc j'ai fait un compromis entre ce que voulaient mes parents, ce que je voulais. J'ai dit ok, je continue mes études, mais je le fais en apprentissage dès le bac plus 1. Tes parents étaient salariés les deux? Ouais, les deux étaient salariés. C'est pas dans un monde d'entrepreneurs, c'est ça que je suis en train de… Non, pas du tout. Non, c'est pas un monde d'entrepreneurs. Les gens qui veulent monter leur boîte ou des start-upers, donc ils comprennent. Non, j'ai pas baigné dans un monde d'entrepreneurs. Même si en soi, je le dis aussi, c'est pas un défaut d'être salarié. Il y a plein de salariés heureux, donc je veux pas opposer les gens, mais en tout cas, effectivement, j'étais pas dans un monde entrepreneurial au départ. Plutôt en situation d'échec scolaire parce que j'avais redoublé. J'avais le bac à l'arraché. Je voulais plutôt rentrer tout de suite dans le monde du travail. Et parce que mes parents ne voulaient pas, on a trouvé un bon compromis. Donc, je suis parti en apprentissage. Et ça a été une chance parce que le monde de l'entreprise m'a vraiment complètement… Je me sentais à l'aise. Je ne me sentais pas à l'aise dans le système scolaire. Je me sentais très à l'aise dans le monde de l'entreprise. Donc, ça a vraiment été une chance parce que j'ai pu, en fait, jusqu'à mon bac plus 5. Et c'est ça, d'ailleurs, qui m'a permis de continuer mes études parce que je me sentais à l'aise. Et du coup, je me suis retrouvé en situation de succès à l'intérieur des entreprises et forcément beaucoup plus confiance en soi en situation de succès, donc plus confiance en soi dans les études et vraiment une très bonne immersion. Donc, ça m'a permis déjà de connaître le monde du travail et l'intérieur de l'entreprise, qui est intéressant à comprendre. Qu'on soit salarié, chef d'entreprise, c'est intéressant de baigner dans le monde de l'entreprise de manière générale pour en comprendre les codes. Et j'ai eu la chance de croiser la route de mon associé avant de finir mes études. Lui, pareil, il se retrouvait pas trop dans le monde de l'entreprise traditionnelle. Moi, ça m'avait permis de sortir du système scolaire, entre guillemets, d'être en situation de succès. Donc, j'étais content d'avoir mis un pied dans l'entreprise. Mais je me suis vite rendu compte, au bout de 5 ans d'entreprise, que quelquefois c'était cloisonné et que j'avais envie d'aller quelquefois plus vite et plus loin et quelquefois aussi, en tout cas, seul dans certaines directions. Et donc, on s'est associés, on a décidé de monter notre première boîte dans l'immobilier juste après nos études. Ce qui fait que oui, j'ai la particularité de jamais avoir signé un contrat de travail autre qu'un contrat d'apprentissage. Donc, vous démarrez votre boîte, vous avez un sou en poche ou pas un sou en poche? Non, on n'a pas. Un tout petit peu parce que du coup, j'avais fait 5 ans d'apprentissage. Donc, j'étais payé au SMIC, un peu moins que le SMIC, mais pendant 5 ans. Alors, j'ai besoin de vivre aussi. Ça. Ou un petit peu. Du coup, en tout cas, il n'y avait pas zéro là-dessus parce que j'avais 5 ans de contrat d'apprentissage derrière moi. Mais on a mis 5 000 € chacun sur la table pour démarrer. Donc, on n'a pas démarré de
grand-chose, même si 5 000 € est une somme, toute proportion gardée, mais on n'a pas démarré de grand-chose. Au début, on a levé un petit peu d'argent dans mon entourage. Par exemple, j'avais un prof de finance de mon école de commerce qui est devenu un important client à nous d'ailleurs par la suite, puisqu'on lui a fait investir 3-4 millions d'euros d'immobilier. Qui m'a aidé. Je raconte l'anecdote parce qu'elle est assez marrante. On est en fin de cycle, je crois que je suis en bac plus 5 à l'époque, et je discute avec ma voisine, et donc il arrête le cours et il dit bon, vous avez 20, à l'époque on a 23 je pense, il me dit bon, vous avez 23 ans, je vais quand même pas vous séparer, vous n'êtes pas des enfants, et elle lui lâche cette phrase qui m'a énormément aidé, qui est de la chance là-dessus absolue, hein. Elle lui dit il s'en fout, il monte sa boîte, et il rebondit pas forcément par rapport à ça, mais il dit tu m'attends à la fin de l'heure. Bon, je me suis dit, bon, tu vois, il va un peu me sermonner, etc. Et à la fin de l'heure, il me dit, tu montes ta boîte et tout. Alors, je dis, oui. Il me dit, ça m'intéresse parce qu'il a toujours été passionné d'entrepreneuriat. Et il me dit, dans quel secteur? Je lui dis, l'immobilier. Il me dit, ouais, on peut déj ensemble. Et à la fin du déj, il investit 15 000 €. Il ramène quelqu'un d'autre qui investit 15 000 €, un pote avec que je ne connaissais pas du tout. Plus vraiment des copains d'école qui mettent chacun 2 000 €. Et on démarre avec 50 000 €, nos 10 000, on démarre avec 60 000 €. Et donc, depuis, on a acheté ses parts, on l'a fait investir. Mais pour le coup, tu vois, c'est le hasard aussi, ça nous a aussi beaucoup aidé pour nous lancer. Donc, ok. Et vous démarrez comme ça et vous allez chercher pour ces gens-là des biens, c'est ça? Ouais, alors au tout début, faut se dire, il y a 10 ans, je suis un gosse, je ne connais rien. Je n'ai jamais acheté un appart, ni pour moi, ni pour quelqu'un. En même temps, on départ tous de zéro. Mais c'est des rencontres, vraiment émotionnellement parlant. À l'époque, la jeune fille avec qui j'étais, son grand-père était un entrepreneur. Et de temps en temps, le dimanche, j'allais déjeuner en belle famille avec elle. C'est comme ça que, pour l'anecdote, que j'ai rencontré mon associé, puisqu'on était 2 pièces rapportées d'une famille de 4 sœurs. Nous, on était les pièces rapportées du coup de cette belle famille. On s'est connus comme ça un dimanche en repas de belle famille. Autant dire que j'étais content de le voir arriver parce que c'était 4 sœurs. Donc, j'étais souvent le seul gars. Donc, j'étais content de voir arriver quelqu'un d'autre. On s'est directement bien entendu. Il se trouve que la vie a fait qu'on n'est plus avec ces 2 jeunes filles sympathiques au demeurant. Et du coup, on est restés très copains et on a eu envie de démarrer cette aventure professionnelle. Et on a croisé des gens. On a croisé par exemple ce grand-père qui nous a beaucoup marqué, qui avait une très grosse entreprise de plomberie à Paris. Et lui, il nous parlait de l'entrepreneuriat de la même manière qu'on le vit aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment avec une excitation, avec le fait de pouvoir être maître de son destin, de développer des choses. Moi, j'ai quelques exemples plus éloignés dans ma famille, donc pas le premier cercle direct, mais qui étaient aussi entrepreneurs. Et ils avaient tous un dénominateur commun. C'est ça qui nous a vraiment de donner envie de se baigner dans ce monde-là. Ils avaient tous de l'immobilier. Et moi, quelquefois, j'entendais même mes parents dire, sa cousine était partie plus tôt à la retraite, elle a dit oui, mais elle peut partir à la retraite, elle a de l'immobilier. Le grand-père, on le voyait, il faisait un chèque aux 18 ans des enfants pour fêter les 18 ans. Il leur donnait, je ne sais plus la somme, mais peu importe, en tout cas, il leur donnait de l'argent. Et chaque année, il les emmenait tous en voyage au Club Med. Et quand je te dis tous, je trouvais ça… Tu sais, ça fait vraiment la personnalité, celui qui unifie, quoi. Le grand-père là-dedans, mais ce qui est beau. Et il les emmenait tous une fois par an au Club Med, mais c'était une grosse famille, hein. Il devait être genre 25. Donc, autant te dire que c'est un certain budget pour emmener 25 personnes au Club Med, à mon avis. Ouais. Et c'est pas, là je le dis que à travers l'argent, mais c'est oui la liberté ou ce que permet l'argent en tant que facilitateur de vivre des émotions et d'avoir un socle familial extrêmement fort, parce que sinon c'est des gens extrêmement humbles, extrêmement simples, et c'est ça qui est beau, c'est que c'est pas l'argent ne les a pas transformés et ils étaient aussi partis de rien. Et donc nous on a vraiment eu l'envie de se jeter dans l'immobilier. Au tout début, l'idée de base, on s'est dit bon, on va faire une agence immobilière pour les jeunes. Qu'on a toujours, qui s'appelle, le portail s'appelle imogene.com, ça a évolué depuis, mais on s'est dit voilà, on va récupérer les miettes de ce que ne veulent pas les autres agences immobilières. Donc entre guillemets, les miettes c'est déjà la location et on allait chercher les miettes des miettes. Donc c'est vraiment quand tu frites le coton, c'est les miettes des miettes parce que c'est à l'intérieur de la location pour les jeunes. Ça a duré à peu près 2 ans, donc administrateur de biens, location-gestion, et c'est par ce biais-là qu'on voyait passer des bonnes affaires, parce qu'on avait des propriétaires qui mettaient en gestion, ou alors qui se mettaient à vendre, donc on côtoyait là depuis 2 ans, 2 ans et demi, vraiment l'immobilier, on voyait passer des bonnes affaires, et on connaissait, la force c'est qu'on connaissait parfaitement les prix de location. Il faut bien démarrer quelque part, mais on avait vraiment cette variable qui n'était plus une variable, qui était de dire cet appartement-là à Paris, je sais exactement à l'euro près combien je peux le louer. Et du coup, on a remonté la chaîne. On s'est dit, après c'est un calcul. Tu sais combien tu achètes, tu calcules tes frais de notaire. Après, il y a l'expertise et eux pourront en parler
aussi bien, si c'était mieux que moi, de l'expertise travaux, de dire voilà combien coûte le chantier pour rénover cet appartement, ameublement, décoration, et nous, on savait combien on pouvait le louer. Et donc, au fil de l'eau, on a commencé vraiment par bouche à oreille, et ce prof en finance a été un de mes premiers clients. Il m'a dit, bah, écoute, moi, je veux acheter, je suis chaud, si tu veux une bonne affaire, tu m'appelles. Et ça a vraiment démarré comme ça. Je lui ai trouvé une bonne affaire, qui était un appartement à diviser en deux, parce qu'il y avait deux lots, donc vous pouvez le remettre en deux appartements comme à l'initiale. Ça faisait une excellente rentabilité, c'était hyper bien acheté, je connaissais le prix de départ, j'ai pu le négocier. Et à ce moment-là, il me dit, bon, c'était quand même une opération à 300 000 € à l'époque, ce qui est même aujourd'hui beaucoup d'argent, mais il faut se placer il y a 10 ans. Et je ne connais très très peu l'immobilier. Pour moi, c'est une montagne d'argent à ce moment-là. Et donc, il me dit, bah, t'es sûr, voilà, il me dit, bon, t'es sûr de toi, c'est une bonne affaire. Alors, je suis sûr que c'est une bonne affaire, ça, j'avais douté et l'avenir l'a prouvé. Mais il m'a dit, bon, ça va, tu vas savoir gérer les travaux, tout va bien. Alors, en même temps, il connaissait mon background, donc je ne l'ai pas menti parce qu'il savait bien que j'étais nouveau dans le secteur. Et je lui ai dit, non, franchement, je vais le faire et ça va bien se passer. J'ai quelquefois mal dormi, mais je suis allé au bout, ça s'est hyper bien fini et bien passé. Ça s'est révélé être une très, 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 très bonne affaire. Il l'a toujours, d'ailleurs, il est hyper content. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré. On a fait un projet, après par bouche à oreille, et puis après, on a commencé à, bien évidemment, structurer le produit, recruter les équipes. Mais j'ai fait vraiment tous les postes. Donc, j'ai fait au début le chasseur, le commercial, le chasseur, l'architecte, le décorateur. Pardon pour mes premiers clients, parce que c'était, à mon avis, par rapport à ce qu'on fait en déco aujourd'hui, pas du tout comparable. Pas forcément. Mais en tout cas, on a pu faire investir. On a une question de Sophia là, qui dit, est-ce que c'est plutôt la personnalité, l'idée, le temps et l'équipe ou entourage et son déterminisme qui est le plus grand apport au final? C'est une grande question. Je pense que c'est la ténacité, la pugnacité, la résilience. Moi, je dirais que c'est ça, parce que peu importe les étapes, il y a toujours des difficultés. C'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a des succès, il y a des échecs. Mais je pense que le principal, c'est de se dire qu'il y a une solution à tout, qu'on va y arriver, et bien évidemment de pousser dans la bonne direction. Celui qui pousse la tête contre le mur, malheureusement, même s'il a la plus grande détermination au monde, il ne va pas forcément pouvoir abattre le mur si c'est dans la mauvaise direction. Donc il y a bien évidemment pousser dans la bonne direction, mais après il y a le fait d'être tenace et d'être pugnace, parce que ça ne marche pas dès le début. Nous, pendant 2-3 ans, on ne s'est pas payé. Donc bien évidemment, il y a un moment, c'était quand même vraiment chaud. Tu as aussi un contexte de pression, mes parents m'ont toujours aidé, mais de pression familiale, dans le sens où tout le monde sait que tu as quand même refusé, moi, en l'occurrence, j'avais refusé un CDI en banque d'affaires dans mon apprentissage en Bac+5, très très bien payé, ce qui devait être peut-être même plus ou quasiment le salaire de mes parents quand ils étaient partis à la retraite, je pense plus. Donc pour te dire le gap, et je le comprends dans leurs yeux ou dans leur voix quand je leur dis que je ne vais pas signer le CDI, qui est pour eux 40 ans de carrière et c'est quasiment le même salaire, ils se disent, je crois que le gosse a pété une durite et qu'en fait il ne connaît pas le monde du travail, qu'il s'est trompé, ou en tout cas qu'il prend un risque. Mais ils m'ont fait confiance là-dessus. Donc, ils te font confiance, Michael, c'est ça? Bien sûr, ils m'ont toujours fait confiance. Okay. Ils m'ont dit réfléchis parce que tu parles quand même de dire non à un CDI extrêmement confortable. Je ne me rappelle plus du salaire de mes parents, mais je me rappelle qu'à l'époque, c'est à mon avis quasiment leur salaire de fin de carrière. Donc ils disent voilà, c'est quand même quelque chose que tu refuses, une opportunité que tu refuses. Après, si tu le sens, on te fait confiance, vas-y quoi. Ouais, Michael, ce qui en ressort déjà de tout ce que tu viens de dire, c'est que malgré que tu parles un petit peu du fait que tu n'aimais pas trop l'école, etc., ton prof de finance te fait confiance, tes parents te font confiance, et quelque part, tu prends beaucoup de responsabilités, parce que quand tu prends l'agence de location, tu vois passer quand tu lances cette agence-là, Imojeune, tu vois passer des opportunités et tu te dis, il y a des coûts à faire dans l'achat-revente, tu gères les travaux, tu gères la déco, tu gères tout. Donc, je pense que les autres voyaient quand même en toi peut-être des qualités. Parce qu'aujourd'hui, tu en parles en disant comme si tu tâtonnais, tu essayes les choses, mais les autres voyaient déjà ces qualités en toi. Ouais, alors en plus, ce qu'il faut dire, c'est que le jour où mon prof de finance me convainc, il vient de me mettre un 6 sur 20. Donc, autant te dire que je le respecte, parce qu'il m'a pas fait confiance sur ma capacité financière à calculer des vannes, des TRI et tout ce qui s'ensuit. Donc, non, mais je pense que là, effectivement, c'est toujours difficile de juger, mais ce qui est sûr, c'est que je lâche pas. Je suis pas connu pour lâcher. Et même si à la fin, c'est un échec ou qu'il y a un sujet, il y a plein de fois, je me bats sur un deal, à la fin, je ne l'ai pas. Mais je me couche sans avoir spécialement de regrets. Je me dis, voilà, c'est que je ne pouvais pas. Évidemment, tu ne peux pas non plus
forcer quelqu'un à vendre quelque chose, tu ne peux pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il n'a pas envie. Mais par contre, et je dis on parce qu'on a la même philosophie avec mon associé, depuis le début, ou même dans ma vie perso, j'essaye de me mettre dans les meilleures dispositions pour essayer d'atteindre un but. Au moins, je n'ai pas de regrets. Ça me fait penser un petit peu à ce que disent les investisseurs. Quand ils investissent dans une startup, ils n'investissent pas sur la techno, en réalité, ils investissent sur l'équipe. Parce que c'est l'équipe qui va être capable d'emmener le projet loin, de se retourner rapidement, de pivoter, etc. et de trouver des solutions. Et c'est un petit peu ça qui s'est passé. C'est exactement ça. Nous, au bout de 2 ans et demi sur l'agence de Loc, on devait avoir 1 ou 2 salariés, mais on ne se payait toujours pas. Donc ça ne marchait pas en tant que tel le modèle, ou alors on aurait pu se payer un petit peu plus, mais ça aurait jamais vraiment décollé pour en faire quelque chose, je pense, de plus gros. Donc on a écouté effectivement le marché, et c'est là où je dis que c'est important pour pas forcément foncer la tête dans le mur en se disant ça va marcher, ça va marcher, ça va marcher, sans quelquefois relever la tête. C'est pas non plus juste une croyance et méthode Coué où tu te regardes et tu dis ça va marcher. Il faut quand même être dans la bonne direction. Donc voilà, on a aussi écouté les clients, dont par exemple, et bien évidemment ce prof de finance, où on est allé là où il y avait un besoin client. Et ça, c'est souvent hyper important parce que c'est très difficile, je pense, de trouver d'un coup soit la bonne idée. C'est pas qu'une idée, c'est surtout l'exécution qui compte, mais la bonne direction. Et si on est en mesure effectivement de pivoter et d'écouter nos clients, je pense que ça marche. Je prends un exemple beaucoup plus récent parce qu'en fait, les pivots, ils y sont toujours. On a une prestation clairement, on accompagne nos clients sur l'intégralité de la chaîne, achat, plan, rénovation, décoration, location, gestion. Et on avait pas mal de clients qui avaient acheté de l'immobilier avant nous ou qui avaient leur résidence principale et qui disaient voilà, je voudrais faire des travaux, est-ce que vous faites? Nous, on avait déjà l'équipe qui était full par nos propres projets. Et c'est toujours compliqué quand il y a beaucoup de projets de faire vraiment du sur-mesure dans le sens d'un projet de résidence principale quand tu fais du locatif, de faire un appartement qui vient de se libérer alors qu'on a tout un logiciel, on a construit tous nos propres outils, donc c'est toujours difficile d'interagir et de garder ce même niveau de qualité. Donc c'est typiquement un des pivots qu'on a fait récemment. On s'est dit mais attends, il y a une vraie demande, tu le sais mieux que personne aussi, dans la rénovation énergétique, dans le fait avec les DPE, les passoires thermiques pour pouvoir isoler les biens et pouvoir les remettre aux normes pour pouvoir les louer. On a donc lancé une marque à part entière dans le groupe qui s'appelle Reno.imo qui cartonne et où on a créé vraiment un canal spécifique pour ces clients-là qui voulaient faire des projets de résidence principale, qui voulaient faire de la rénovation énergétique sur des biens dont on n'avait pas géré l'acquisition. Et ça nous a permis de mettre des salariés dédiés pour pouvoir prendre des projets vraiment sur mesure et hors cadre, parce que sinon, on ne savait pas vraiment le faire, alors qu'il y avait déjà une densité de projets avant. Donc ça, on n'aurait pas forcément eu de le faire. On a eu l'idée de le faire parce qu'on a écouté nos clients et qu'ils étaient demandeurs de ce produit-là. Top. Pour revenir un petit peu en arrière, lorsque tu fais cette première opération, du coup, pour le compte de ton prof, est-ce que vous êtes à un stade où tu arrives à te rémunérer et tu vois l'opportunité aussi de proposer ce type de prestation à beaucoup plus de clients? Ouais, non, au moment où on fait cette opération, on se rémunère toujours pas. On se rémunère bien évidemment sur la prestation, mais nous, à titre personnel, on se rémunère toujours pas parce que la société le permet pas dedans. Oui, je vois assez vite l'opportunité parce que je sens qu'il y a un besoin sur ces personnes-là qui ont une capacité d'endettement, peu importe le montant, mais ils vont voir leur banque est en mesure de leur prêter de l'argent. On a vraiment tout ce public-là qui n'a pas le temps parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup, mais entre guillemets comme nous tous ou comme tous ceux qui travaillent beaucoup, et pour autant qui ont la volonté de faire des bonnes affaires. Et donc c'est vraiment cette capacité à dire on va assez rapidement, on a quand même vu le potentiel. En deux, on a assez rapidement créé nos propres outils, qui a été un travail énorme, honnêtement, et colossal. Et tu parlais juste avant, Samuel, des outils que tu développes en interne, et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais pu gérer autant de projets avec un haut niveau de qualité si on n'avait pas créé nos outils. Donc ça nécessite une vision parce qu'on peut se dire, je vais continuer à le gérer de façon un petit peu artisanale ou alors je vais utiliser quelques outils existants mais qui ne répondent qu'à 60-70% du besoin.
Et nous, on voulait vraiment avoir nos outils internes pour pouvoir, ce qu'on appelle en startup, voilà, scaler, dupliquer le modèle avec le même niveau de qualité. Aujourd'hui, s'il y a un ami à vous qui est passé par ma société investissement locatif.com, je peux regarder tout de suite et voir où en est son projet, le dernier rapport de chantier. Je vois tout, la comptabilité, les derniers échanges avec l'équipe. Donc, c'est vraiment dès le début, on a pris des développeurs, on a développé nos propres outils. Et c'est ça qui nous a permis aussi vraiment de scaler. Parce que sinon, on augmente en volume, mais il y a deux niveaux. Soit on baisse en qualité, soit c'est pas duplicable parce qu'on doit staffer beaucoup, on doit mettre beaucoup de personnes et embaucher beaucoup pour répondre à ce besoin-là et garder le même niveau de qualité. Et dans ce cas-là, il y a deux niveaux. Soit on réduit considérablement la marge, soit au premier coup de mou, où il suffit qu'il fasse 20% de moins parce qu'il y a le Covid ou parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Bah, dans ce cas-là, tu as des coûts fixes qui sont trop élevés par rapport à ce que tu génères et tu risques. Donc les outils, la tech, elle est mise à disposition en interne, mais bien évidemment aussi pour le client pour pouvoir donner de la transparence, de la visibilité et arriver à être dans un modèle d'entreprise duplicable. D'accord. Donc, tu fais cette première opération, tu as l'idée de développer les outils, etc. À ce moment-là, tout ce qui est financement, etc., tu ne t'en occupes pas pour le client. C'est le client qui va chercher son financement, c'est le client qui cherche sa boîte de travaux, ou tu mets déjà le nez dedans et tu essayes un petit peu de faciliter les choses pour ton client? Ouais, toute la partie travaux, on s'en occupe déjà dès le début parce qu'on se rend compte que le client, c'est même pas qu'il peut pas ou qu'il ne veut pas, vraiment, c'est qu'il ne peut pas, il n'a pas le temps. On se rend compte tout de suite du besoin de se dire, le client a besoin, il ne peut pas passer sur son chantier, c'est de la valeur ajoutée, elle vient de là, c'est le cœur de la prestation. Le financement, à l'époque, on s'en occupe pas, mais le financement, à l'époque, c'est beaucoup moins un sujet qu'aujourd'hui. Donc, pas dans le sens où aujourd'hui, on s'en occupe, on les accompagne. À l'époque, non, mais à l'époque, les gens peuvent lever beaucoup plus de dettes qu'aujourd'hui, c'est bien évidemment toujours possible, mais ils lèvent à l'époque sans apport, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Il n'y avait pas le HCSF, etc., qui nous met des petits ouais, et puis plus rapidement aussi, c'est-à-dire aujourd'hui, ça fonctionne très bien et ça va quand même très bien, mais c'est un peu plus long et il faut mettre un petit peu plus potentiellement d'apport au départ que ce qui était mis il y a 5-6 ans. Donc on s'en occupe pas trop et puis bon, c'était en l'occurrence un prof en finance, donc toute cette partie-là, bon, il l'a géré quand même, il était apte à la gérer, il avait déjà investi précédemment, c'était quand même quelqu'un qui connaissait le monde de l'immobilier, c'est juste qu'il n'avait pas le temps et pas le réseau à Paris pour que ce soit en travaux, que ce soit en bonne opportunité, que ce soit en mise en location pour pouvoir le faire pour lui. On a Sophia qui dit vous avez peut-être le profil à entreprendre au-delà du travail. Ça là, je suis motivé à travailler avec vous, tu vois. Donc Sophia, envoie ta candidature à Michael, il est sur LinkedIn. Avec grand plaisir sur LinkedIn. Sinon, je peux dans le chat, si vous avez accès, je vous mets je précise, je vous mets le mail de notre RH. Avec grand plaisir, on recrute énormément en plus par réseau. Donc, tu peux aussi le mettre en commentaire. Ah ok. Ah oui, ok. Les gens voient sur le chat. Ouais, sinon c'est RH, c'est facile, mais je peux le dire aussi oralement pour ceux qui nous suivent sur Clubhouse. rh@investissement-locatif.com et avec grand plaisir, Sophia. Cool. Et ouais, faut être passionné. En fait, t'es bon que quand t'es là où t'es passionné, c'est ce que je crois. Et c'est ce que je dis aussi toujours. Il n'y a pas de résultat sans gros investissement. Temps aussi, je dis, il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. Moi, la preuve, j'étais en situation d'échec scolaire et je voyais à côté des gens qui écoutaient, ils avaient compris tout de suite. Je te dis pas que je suis bête et que j'avais pas compris tout de suite, mais ça me demandait moi de revenir dessus beaucoup et de devoir travailler 2 à 3 fois plus. Moi, j'ai toujours dit depuis le début, je me mets dans la case des besogneux. C'est-à-dire, je suis pas un génie, mais je peux aller loin et plus vite, mais j'ai besoin de travailler plus que les autres. Ça a toujours été le cas de figure. Et donc, il faut compenser, il faut connaître ses forces, ses faiblesses. Et donc, j'ai toujours, depuis le début et depuis de très longues années, j'ai toujours compensé par le travail pour pouvoir soit avoir les mêmes résultats que les autres, soit avoir plus de résultats. La vie a fait effectivement qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir beaucoup de résultats, mais c'est aussi le fruit effectivement de beaucoup de travail. Mais ça, c'est pas un statut, c'est pas un contrat de travail, c'est pas un statut, c'est valable dans le sport, c'est valable, je pense aussi dans sa vie perso, quand tu t'investis plus, dans le sens où tu prends plus de temps avec tes enfants, avec ta femme, il y a des chances, c'est pas une vérité générale, mais il y a des chances de mieux réussir ta vie de famille et perso que si tu ne t'occupes pas de ta femme et de tes enfants. Donc, c'est le même sujet, c'est-à-dire que c'est toujours lié à l'investissement que tu donnes dedans. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez pivoté de votre agence? Tu aurais pu rester avec ta petite agence et dire je continue de faire ma gestion, ça va croître, on va y arriver, on va scaler à notre mesure.
pour faire comme font du Foncia, du Nexity aujourd'hui, si tu veux, enfin du Nexity, du Citia, Foncia, tous ces groupes-là. Qu'est-ce qui a fait que tu as plutôt pivoté de la gestion locative aux suites de travaux? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Parce que c'est deux métiers complètement différents, si tu veux. Ouais, c'est une très bonne question. C'est le fait d'aller dans une niche. C'est ce que je peux vous conseiller sur n'importe quel business. C'est très difficile quand tu démarres zéro, et tu le cites, d'arriver et de dire bon, bah voilà, je vais concurrencer un Foncia. C'est un monstre, tu vois ce que je veux dire? Tu viens concurrencer un monstre, donc tu ne le concurrenceras pas, ou alors à coup de levée de fonds énorme. Mais sinon, il ne se passera rien, ça fera pchit. Donc, la réalité, c'est que si demain vous avez l'envie de créer une boîte, de faire de l'entrepreneuriat, il faut, et c'est le conseil que je peux voir, ou si je devais entre guillemets repartir de zéro, c'est ce que je ferais, c'est que j'irais dans un secteur de niche, parce que c'est là la capacité à être meilleur qu'un généraliste qui lui ne le fera pas, ou le fera mal, ou n'aura pas de structure dédiée. Et ça vous permettra à la fois en termes d'expertise, en termes de communication, en termes de marketing, d'être plus facilement visible, plus facilement identifié comme un expert, et ce sera vrai. Et c'est le cas dans tous les domaines. C'est le cas en médecine. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu as un problème et que tu as une maladie, tu n'as pas trop envie d'aller voir ton généraliste. Ça n'enlève pas qu'il peut être sûrement talentueux, mais tu vas aller voir quelqu'un qui a plus une expertise sur ta maladie ou ton mal-être. C'est le cas dans tes rayons de supermarché tous les jours. Il y a des milliers de pots de yaourt, mais si tu arrives, tu dis je vais concurrencer Danone, ça va être un petit peu chaud, quoi. Donc, tu as un peu plus de chances de te dire, voilà, je vais peut-être faire par contre la meilleure mousse au chocolat et de faire du Michel et Augustin. Oui, exactement. Tu me l'enlèves de la bouche, c'est ça. Parce que ce sera plus facile, dans le sens où tu vas vraiment faire la meilleure mousse au chocolat. Après, il faut mettre une petite touche quand même de marketing, bien évidemment, et pour être visible. Bon en marketing, voilà. Ouais, et pour être visible. Mais ça va être vrai de partout. Et je pense que c'est encore plus vrai parce que peu importe qu'on soit société de consommation, que les gens consomment beaucoup ou pas, aujourd'hui, le consommateur est quand même hyper bien informé de tout. C'est-à-dire qu'il arrive, il connaît quand même beaucoup de choses sur la thématique. C'est pas comme même avant que nous on consomme, où entre guillemets, bon, il attend de la personne en face d'avoir le maximum d'expertise. On dit souvent, il arrive chez le médecin, il fait sa propre ordonnance parce qu'il s'est déjà renseigné sur son mal-être. Donc, c'est-à-dire que ce qui est très important, c'est d'avoir la plus forte valeur ajoutée pour nos clients aujourd'hui, et donc d'être le plus niché possible pour pouvoir être crédible. Donc, c'est ça qu'on a compris dès le début, et on s'est dit, bah voilà, ça va être très difficile d'être concurrentiel sur du généraliste, en disant, voilà, je fais de l'administration bien généraliste. Donc, on est venu dans la thématique de se dire, on va faire la chasse immobilière, c'est une partie du métier, mais on ne va pas le faire sur la résidence principale. Déjà, on ne prend pas, d'ailleurs toujours aujourd'hui, on ne prend pas de contrat sur la résidence principale. On va faire que de la chasse pour du locatif. Tu vois, ça fait 10 ans, j'ai fait une marque là, il y a 6 mois, à part entière maintenant, 10 ans après, sur des travaux de résidence principale, 10 ans après. Et encore, on l'a fait à l'intérieur d'une autre marque, pour que ce soit segmenté pour nos clients, et pas forcément mélangé en termes de communication. Et c'est notre marque à part entière qui le prend. Sinon, on ne prenait pas de travaux dans la partie résidence principale. On pensait vraiment que locatif. À part maintenant, mais il y a 6 mois, on ne faisait pas de décoration autre que pour nos propres projets. Des gens nous sollicitaient, est-ce que vous pouvez nous faire la déco de chez nous? Est-ce que vous pouvez faire la déco de cet invest qu'on a fait par nous? On ne prenait pas ces contrats-là. Donc, il y a aussi la capacité à pas s'éparpiller, à être focus sur une niche. Et comme tu vas travailler sur cette niche-là, bah, tu vas être performant. Mais je peux te prendre plein d'exemples. C'est des exemples, il y en a des milliers. Je refais mon jardin. Je ne suis pas allé chercher un paysagiste, etc. classique. Je suis allé prendre le paysagiste sur les petits espaces de jardin, etc. Donc, parce que je veux quelqu'un qui soit le plus pro possible, le plus d'expérience possible là-dedans. Donc, c'est vraiment, plus tu vas être niché, plus je pense que c'est facile d'être visible, en fait. Et aussi d'avoir une expertise la plus pointue possible. Donc, très rapidement avec Manuel, vous pivotez et vous dites, bon, la gestion c'est bien, mais on va aller dans l'accompagnement de travaux, la chasse pour des biens, et avec l'idée que ça vous nourrisse votre gestion locative, ou avec, quelle était l'idée derrière ça? Le sous-jacent, c'était de faire que du travaux, ou c'était de fournir de la gestion locative derrière? Non, le sous-jacent, c'est vraiment de pouvoir tout faire pour nos clients. Le sous-jacent, vraiment l'idée de base, c'était de dire, je veux que mon client fasse le moins possible, vraiment le moins possible, et qu'il puisse devenir propriétaire d'un appartement en s'y investissant
le moins possible, que ce soit dans la communication, dans la partie financement, dans le déblocage des fonds. C'était vraiment de se dire, faut simplifier au maximum et que ce soit le plus fluide et que l'expérience client soit la plus fluide possible pour lui. Donc vraiment, l'idée, c'est de dire, on englobe tout, donc l'allocation-gestion. C'est vraiment pas de se dire, le client va être captif, donc on va faire l'allocation-gestion derrière et donc on va faire ça pour avoir un gros portefeuille de gestion. C'est la conséquence, mais c'est pas le même encore aujourd'hui. Hein. C'est pas voulu. L'idée voulue de base, elle est vraiment de dire la promesse client et la valeur ajoutée, de dire il va s'en occuper le moins possible et on va pouvoir faire en sorte de lui constituer, avec son accord, le patrimoine immobilier le plus gros possible. Parce qu'il y a un truc qui est fou, que moi, dès le début, il y a 10 ans, ça m'a choqué. Quand j'ai compris que les loyers payaient l'appart, j'ai sûrement beaucoup de défauts, mais j'ai une qualité a priori, c'est de savoir compter. Et je me suis dit, mais c'est fou. Et même encore, tu vois, même encore aujourd'hui, sérieusement, quand je le dis, je dis, mais les loyers te payent l'appart et tu deviens propriétaire de l'appart. Je sais pas, c'est comme si, tu vois, tu es dans la voiture et je dis, il y a un truc qui paye ta voiture et ta voiture, elle est payée. Et en plus, la voiture perd de la valeur dans le temps et ton appart prend de la valeur dans le temps. Et quand je découvre ça, si tu veux, je me dis, mais pourquoi tout le monde ne le fait pas? Et même encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne le fait pas. Ça restera une énigme. En tout cas, il y en a plus qui le font et avec, c'est aussi la mission, bien évidemment, qu'on a. Mais c'est fou. Et en fait, j'évangélise ce message depuis 10 ans en disant, mais c'est un truc de fou. Tu as la capacité à transmettre quelque chose à tes enfants, à te sécuriser dans 20 ans. Il y en a chez moi qui achètent, ils ont 18 ans. Les premiers qui achètent ont 18 ans. Je me dis, mais ils ont une telle avance sur moi. Moi, j'ai commencé à acheter, je sais pas, à 27 ans, je crois. Il y a 5-6 ans de ça, sur les premiers biens que j'ai pu acheter parce qu'il fallait avoir 3 ans de bilan, on ne se payait pas au début, etc. Donc, j'ai commencé vraiment, entre guillemets, à me venger, à pouvoir acheter. Et il y a que 5-6 ans. Et je vois des gosses de 18 ans qui achètent, mais je me dis, mais c'est des génies, ils ont tout compris. Ah, mais ils ont un accès. Moi, je raconte tout le temps toujours l'histoire de mon fils. Il y a 3 ans, je lui ai offert Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Et il y a 6 mois, il y a 1 an, il a commencé à vouloir acheter un appartement. Il est étudiant, donc étudiant à Saint-Cyr, donc il a reçu un bulletin de salaire de Saint-Cyr, mais il n'a pas de contrat de travail. Ouais. Donc il me dit, papa, je veux acheter. Je dis, putain, ouais, ok, fine. J'ai lu le bouquin, je vais acheter de l'IMO. Et il s'est pris quelques refus de banque, mais il a réussi à acheter. Son bien est géré en LCD par un WeLogeur aujourd'hui, donc location courte durée pour les gens qui ne comprennent pas. Et c'est quelque chose qui lui coûte 300 ou 250 € par mois de crédit. Et ce mois-ci, il a reçu 1 200 € de loyer, une personne qui est restée. Bon, après, il y a 30%, il y a de la conciergerie, mais je te dis, mais merde, moi j'ai 50 balais, j'ai démarré. Bon, certes, on a acheté, mais ça te met une claque dans la. Tu te dis, effectivement, la jeune génération, elle est super au fait. Maintenant, c'est les cryptos, c'est des trucs qui sont. Moi, mon fils, son apport, il se l'est fait pendant le confinement, il a joué en bourse. On était complètement fou. Non, il a joué en bourse, il a fait des plus-values, puis il n'a pas eu peur. Donc, c'est comme ça. C'est bien. Donc, en fait, vous pivotez très vite là-dessus. Et donc, ça devient très vite votre business model que d'accompagner. Donc, votre marge, elle est où? Elle est dans j'accompagne et je prends de la marge sur la recherche plus l'accompagnement dans les travaux. Ouais, on se rémunère sur un pourcentage du projet. On prend 8% du projet total si on fait tout, mais c'est le cas de figure classique. 8% travaux ou 8% Ouais, 8% de l'appart et 8% des travaux pour la prestation globale, donc 8% globalement du projet. Et ça démarre. Après, ça démarre comme une boîte qui se construit, qui commence à devenir rentable, donc qu'embauche aussi beaucoup, puisqu'on a démarré à 2. Tu vois, il y a, je crois qu'on est 140 exactement en salariés. Donc ouais, ça fait du monde et ça s'est construit vraiment au fil de l'eau. Encore une fois, en écoutant le client, en se disant, on a fait 20 projets à Paris. Après, on a eu des clients qui d'ailleurs nous ont rejoints dans l'aventure en interne parce qu'ils aimaient le produit, ils voulaient consacrer, c'était aussi leur passion. On a mis des managers de pôle, on a ouvert des villes, on a des boutiques dans plusieurs villes de France. Et c'est ce qui nous a permis après de pouvoir vraiment accompagner les clients. Il y avait aussi une volonté pour les clients de diversification géographique, de se dire, voilà, j'investis, alors dis-moi qu'à Paris, donc vous pouvez faire investir historiquement qu'à Paris, mais de se dire, j'investis à Paris pour mes enfants, etc., un pied-à-terre, et puis je voudrais aussi avoir dans le sud quelque chose parce que je vais le louer, mais demain ça peut être intéressant quand il est payé. 140 salariés. Ouais, ça fait du monde, Dominique, je te confirme, c'est une grande famille. Ouais, donc tous salariés, ouais, c'est bravo, ok, top. Okay. Et Mickaël, depuis tout à l'heure, j'écoute, mais tu n'emploies pas l'expression investissement clé en main. C'est volontaire de ta part? Non, pas du tout, non.
D'accord. Donc, vous faites du clé en main, en fait. Et on fait du clé en main, ouais, bien sûr. Ouais, non, c'est le cas. Ouais. On fait investir clé en main en s'occupant de tout, la recherche, les plans, les travaux, l'ameublement, la décoration et location-gestion. C'est quand les clients veulent vraiment aussi déléguer, entre guillemets, ne rien faire dans la durée. D'accord. Ouais, c'est du clé en main. Quand le client vient vous voir, il y a un audit un petit peu de sa situation financière. Et est-ce que vous l'accompagnez aussi dans tout ce qui est optimisation, c'est-à-dire créer le véhicule fiscal adapté, etc. Ouais, c'est le cas. On fait vraiment tout son diagnostic en amont. Ok. Afin de le conseiller au mieux pour savoir est-ce qu'on achète en perso, est-ce qu'on achète en société. J'étais avec un client qui va investir des sommes importantes juste avant de faire ce live. Et pareil, par des schémas aussi pour les chefs d'entreprise en holding, de manière à faciliter encore plus potentiellement l'apport par convention de trésorerie pour pouvoir injecter de l'argent de la société au service de l'immobilier. Donc ça va être étudié vraiment sur l'intégralité. Et ce que tu dis, et encore une fois, ça rejoint le fait de pouvoir écouter son client et répondre aux besoins. On a un cabinet en gestion de patrimoine qui va être créé à l'intérieur du groupe pour pouvoir accompagner les clients qui ont des problématiques fiscales plus pointues avec une association d'un ancien conseiller en gestion de patrimoine. Pour tous ceux qui ont des problématiques, je dirais, classiques, on sait les accompagner. On peut très bien avoir des profils, soit de par leur résidence fiscale, soit de par la constitution historique de leur patrimoine, des problématiques beaucoup plus pointues. Et ça nous animait vraiment pouvoir les accompagner aussi au mieux là-dessus. Donc, on a décidé, tu vois, encore une fois, de créer une autre antenne pour pouvoir accompagner ces clients-là spécifiquement, parce que ça nécessite un accompagnement, en tout cas en amont, et une expertise beaucoup plus pointue et beaucoup plus fine. Donc, tu vois, on en revient toujours au même, c'est le fait, à l'intérieur, d'être très bon dans sa niche. Et ça peut être le cas de quelqu'un qui est dans les travaux, qui va être très bon sur la rénovation énergétique, l'autre qui va être très bon, je sais pas, sur les toitures, l'autre qui va être très bon sur l'isolation en façade. Et moi, je crois beaucoup à ça, parce que vraiment, je pense que c'est le sens de l'histoire, aussi dans un monde concurrentiel. Hein. Bien évidemment, si le monde n'est pas concurrentiel, ce serait une autre histoire, mais dans un monde concurrentiel où les consommateurs ont besoin d'un service vraiment de qualité la plus forte possible et la plus pointue possible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour les généralistes, mais les généralistes existent déjà dans ce monde concurrentiel. C'est bien évidemment, si on prend l'exemple de Foncia, pas de problème, très très belle boîte qui consolide, ils rachètent beaucoup d'administrateurs de biens. Donc il n'y a pas de place pour quelqu'un qui se dit voilà, je vais faire administrateur de biens. Oui, il y en a, mais c'est voué. Ils ont des fonds derrière, c'est du capex, ils rachètent, ils perdent. Exactement. Ou alors c'est voué à rester, et il n'y a rien de mal dans le sens petite société, mais ça ne deviendra pas un concurrent de Foncia. Parce que la marche à l'entrée est trop haute. D'accord. Est-ce que tu peux vite fait nous tracer un petit peu le parcours client, à savoir qu'aujourd'hui, est-ce que c'est le client, moi je veux investir, est-ce que je vous dis j'aimerais bien investir à Lyon, ou c'est toi qui me fais des propositions, et puis comment ça se passe un petit peu pour les... Ouais, voilà, deux cas de figure. Imagine, dis je veux investir à Lyon. Bon, soit tu es déterminé à investir à Lyon et tu aurais raison, mais dans le sens où il y a un projet personnel derrière, soit c'est ton port d'attache, soit c'est parce que voilà, pour tes enfants, X ou Y raison, tu veux avoir un projet à Lyon. Donc là, bien évidemment, on va étudier est-ce que c'est du Lyon intramuros ou est-ce qu'on va un petit peu plus en périphérie, puisque ce qu'il faut retenir, c'est que, par exemple, quand tu vas échanger avec un client, bien évidemment, sur le papier, tout le monde veut le projet le plus rentable. Mais il n'y a pas de vérité générale. Ce n'est pas celui qui fait la plus grosse rentabilité qui a gagné et qui a raison par rapport à celui qui investit dans un autre projet. Nous, on accompagne des clients en rentabilité sur tout un poste d'investissement compris, entre 4 et 10% de rentabilité. Donc le gap, il est énorme. Est-ce que ça veut dire que quand on fait 4, c'est pas bien, et quand on fait 10, c'est génial? Bien sûr que non, ça dépend, cette variation de rentabilité, elle dépend uniquement de la localisation de l'investissement. Si on investit à Paris intramuros, à Lyon intramuros, à Bordeaux intramuros, à Lille intramuros, dans les meilleurs secteurs, bien évidemment, ce sera compliqué d'être sur la fourchette haute de ce qu'on a annoncé. Et pour autant, est-ce que c'est un mauvais investissement? Je dis souvent, trouve-moi un investisseur parisien qui a investi il y a 3-4 ans, 5 ans, non, il ne fera pas la tête. Quoi. Le prix, on fait x 50%, plus 50%, il sera heureux. Tu ne trouveras pas quelqu'un qui n'est pas content d'avoir investi à Bordeaux, à Lyon intramuros dans ces 5 dernières années, vu l'évolution des prix. Donc, il faut comprendre que le marché, c'est très important de comprendre ça.
il fonctionne de la manière suivante. La rentabilité est liée beaucoup à la géographie de l'investissement et bien évidemment après la structuration de l'opération. On battra toujours le marché, mais à l'intérieur de ce que j'annonce, c'est lié bien évidemment à la géographie. Et il n'y a pas, dans les projets qu'on propose, il n'y a pas de bon ou de pas bon projet. Il y a des projets qui correspondent à certains investisseurs et d'autres qui ne correspondent pas. Je te prends un autre exemple. Certains vont dire, voilà, je veux faire le max de rentabilité. Si on dit, on va faire le max de rentabilité, j'en sais rien, à Marseille, pour prendre un exemple, certains vont dire, non, surtout pas Marseille. J'allume le journal de TF1, jamais je mettrai 1 euro à Marseille. Et ils n'ont pas raison ou pas raison. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose sur lequel tu ne peux pas dialoguer et sur lequel tu ne peux pas dire vous avez raison, vous avez tort. C'est quelque chose de personnel. Donc, ce n'est pas vraiment celui qui fait le plus de rentabilité qui va réussir son projet. Moi, je dis c'est celui qui se sent à l'aise et fier de son projet. Et c'est vraiment hyper important parce qu'il y a dans tous les projets, il y a forcément cette donne affective qui rentre en ligne de compte. Donc, par exemple, pour répondre à ta question, si tu voulais investir à Lyon, je chercherai à comprendre s'il y a une donne affective ou une raison familiale derrière, ou c'est ton port d'attache. Après, on va chercher à analyser dans ton investissement à Lyon ou région lyonnaise et quelle est ton aversion ou pas au risque, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que tu veux déjà investir dans des zones dites à maturité sur lesquelles forcément on ne va pas être sur la tranche haute de ce que je t'ai annoncé comme on ne va pas faire du 10%, mais on va faire du 4-5% de rentabilité avec des perspectives de plus-value, ou est-ce qu'on s'excentre un petit peu et on va monter en rentabilité, faire 6, 7, 8% de rentabilité en région lyonnaise. Et la contrepartie, c'est qu'on va s'excentrer un petit peu. Donc, la ville sera forcément un petit peu moins sexy que du Lyon intramuros. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il n'y a pas de bon ou mauvais investissement. Les deux, bien sûr, auront une liquidité sur le marché locatif, c'est-à-dire que ça va se louer, ça va très facilement se louer parce qu'on va dresser le produit en conséquence. La conséquence, c'est soit tu vas devoir mettre un peu plus d'apport pour pouvoir arriver à équilibrer et à être à l'autofinancement si c'est dans les meilleurs quartiers de Lyon, soit ça va se rembourser beaucoup plus facilement ou décrire, Samuel, ce qu'a fait ton fils, ça va te dégager des excédents et un cash flow, c'est-à-dire que le loyer encaissé va être plus élevé que ce que tu rembourses à la banque, mais sur le papier, la ville sera un peu moins attrayante forcément parce que ce sera un investissement dans des zones moins patrimoniales, dans des zones en devenir et c'est la conséquence, c'est là qu'on va tirer un petit peu plus de rendement parce que bien évidemment on va acheter moins cher au prix au mètre carré et même si on loue un peu moins cher, proportionnellement ça restera financièrement plus intéressant et aussi on va restructurer le produit pour générer le plus de revenus locatifs. Ça peut être de l'exploitation en location saisonnière, comme tu l'as décrit Samuel. Ça peut être de l'exploitation en colocation. Ça peut être un plateau qu'on a divisé en plusieurs appartements. Ça peut être un T2 qu'on a transformé en T3, donc on va aller en chercher plus de revenus locatifs. Ça, après, c'est l'expertise métier qui fait qu'en fonction du nombre de fenêtres, des contraintes techniques, on va restructurer le bien pour en générer le maximum de revenus locatifs derrière. Mais de la conciergerie, par exemple, vous faites, s'il faut faire de la location courte durée, de la moyenne durée, du meublé, du vide, tu sais tout faire, toi? En interne, on a les équipes sur de la longue durée. Si on fait de la courte durée, ce sera avec un partenaire. D'accord, ok. C'est top. Je ne sais pas si je suis trop long ou trop court dans l'explication. Vous n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que j'approfondisse des points ou si je suis trop long, il faut que je fasse plus rapide. Vous me dites. On a presque terminé. Vas-y, Aude. Ouais, c'est très bien. Moi, j'avais une dernière question pour toi. Avec ce parcours d'entrepreneur, si tu devais donner un tips aux entrepreneurs qui nous écoutent, qu'est-ce que ce serait? Je pense en chapeau, je dis toujours à ceux qui le font seuls, parce que je pense que j'aurais pas pu et surtout je pense que j'aurais pas réussi seul, ce qui n'enlève rien à mon mérite, mais ce qui donne beaucoup de mérite bien évidemment à mon associé parce que on est complémentaires. Donc je pense il y a toujours le côté aventure humaine qui me plaît. Donc un des conseils que je peux donner, moi j'ai jamais trop connu à plus que 2 ou 3, donc je pense que c'est important pas non plus d'être 5, 6, 7, parce que c'est dur aussi après de se mettre d'accord ou que ça partage aussi le gâteau en beaucoup avant, entre guillemets, d'arriver à en vivre. Mais je pense que c'est important d'avoir des gens complémentaires et des associés ou salariés ou collaborateurs, mais en tout cas des gens complémentaires autour, parce que sinon il peut y avoir des moments de solitude qui peuvent être pesants et qui peuvent peut-être mettre le projet en échec alors qu'à terme, ça aurait réussi. Comme je le disais, plutôt sélectionner une niche, pas vouloir dire voilà, je vais aller sur un marché de mass market pour révolutionner, mais c'est à la rigueur
vraiment confectionner dans sa niche et pas hésiter à démarrer vraiment dans la niche de la niche. Pourquoi? Parce qu'au début, avoir un seul produit très très bien fait, un seul service très très bien exécuté et après, à la rigueur, tranquillement, ajouter des services. Je pense que c'est vraiment la voie de le faire. Et au maximum, essayer d'avoir la vision, c'est-à-dire essayer de se dire est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est possible de le faire 1000 fois? Et c'est toujours ce qu'on se dit quand on lance un produit, c'est on se dit est-ce que ça demain je peux le faire 1000 fois ou 2000 fois? Est-ce que c'est possible ou pas? Mais même quand on met en place un nouvel outil, quand on met en place une nouvelle procédure, quand on met en place un nouveau process, on se dit toujours est-ce que c'est duplicable? Est-ce que c'est industrialisable? Si c'est valide que pour ça va s'arrêter rapidement ou que ce process-là est valide pour 50% des projets mais pas 50% des autres, directement c'est éliminé parce que ça veut dire que ça va caper au bout d'un moment et que ça ne marchera pas. Donc toujours en fait en se posant cette simple question, est-ce que si je le fais 1000 fois, c'est possible et ça fonctionne? Et comme ça permet de trouver les réponses en adéquation avec ce postulat de base. Super, super. Merci, Michael. Moi, j'ai une question. Donc, tu as dit que tu as dû attendre 27-28 ans pour te venger, entre guillemets, et commencer à acheter. Aujourd'hui, tu as combien de biens? J'ai une centaine de biens, entre 100 et 110, parce qu'il y en a en acquisition, quoi. Encore, on achète toujours là. Que toi ou avec Manuel J'en ai pas mal avec lui. On en a à deux. Alors si je compte aussi ce qu'on a ensemble, on doit en avoir 120, 130. Donc ça fait, si tu divises, ça doit faire une 60, ouais, dans les 60 en code part. Et puis j'en ai tout seul et j'en ai avec ma femme. Ouais, donc en même pas 10 ans. Donc juste pour les personnes qui nous occupent, regardez l'effet de levier qu'il y a. C'est ce qu'on raconte tous les jours sur les rooms Clubhouse ou dans tous les clubs où on discute. C'est impressionnant, même si effectivement les conditions se sont durcies aujourd'hui. Donc pour parler 2 minutes du HCSF, des gens qui sont au taux d'endettement max, tu as des solutions? On n'a pas de solution? Non, là, alors c'est ça avec l'immobilier, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours des solutions. Il y aura toujours des problèmes, mais il y aura toujours des solutions. Non, il y a toujours des solutions parce que alors déjà ce que je veux dire, c'est que j'ai conscience que ce soit des sommes d'argent qui soient très impressionnantes, puisque je sais pas, on doit avoir entre 15 et 20 millions, ça doit représenter de patrimoine à deux, mais bon, si tu divises par deux, et ça représente beaucoup, bien évidemment, des centaines de milliers d'euros de revenus locatifs. Donc c'est dans des contextes de post-Covid, de crise, et où il y a beaucoup de gens, je le sais, qui souffrent aussi financièrement, j'ai conscience de dire que c'est bien évidemment beaucoup d'argent. La deuxième chose que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est pas le montant, c'est pas le concours pardonnez ma expression, de celui qui a la plus grosse, qui a le plus d'appart, qui a le plus de trucs. C'est pas ça qui est important. Pourquoi je te dis que c'est pas ça qui est important? Parce que si tu m'avais dit il y a 10 ans, tu vas avoir 100 apparts, tu vas acheter des apparts en continu, je t'aurais pas cru. Tu vois ce que je veux dire? Je t'aurais dit bah non, c'est quoi? Ouais, c'est une histoire, mais j'y crois pas. Donc ça se fait pas dès le début. Je me suis pas levé un matin en me disant ouais, je vais arriver à devenir un mania de l'immobilier, avoir beaucoup d'immobilier et à faire un truc de fou et avoir un patrimoine immobilier impressionnant. Ça se construit au fil de l'eau, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'y aller pas à pas. Je me suis pas non plus levé un matin en me disant je vais avoir 150 collaborateurs et demain peut-être 1000. Et encore une fois, il y aura toujours plus gros. La réussite, c'est pas celui qui fait le plus de chiffre d'affaires, qui fait le plus de marge, qui a le plus d'appart ou qui a le plus de salariés. Ce qui est important, c'est de tracer sa route, d'être heureux dans ce qu'on fait, d'être passionné, épanoui dans ce qu'on fait, parce que la conséquence, ce sera ça. Mais s'il n'y a pas cette impulsion de départ, si on n'est pas passionné, il n'y aura pas la suite, ça va être une torture. Et ce qui est important, c'est d'aller juste, c'est vraiment ce que je veux que les gens retiennent, un peu plus loin que ce pourquoi on est défini. Si tu dis à Xavier, le but, c'est d'avoir 12 milliards d'euros, oui, si c'est 1 milliard d'euros de plus qu'il a, c'est facile pour lui. Si tu dis à quelqu'un qui démarre zéro, ce qui est important, c'est on va essayer de faire de toi, d'avoir quelqu'un qui possède 1 million d'euros de patrimoine immobilier, c'est génial. Donc, ce qui est important, c'est pas la ligne d'arrivée, c'est pas le montant, c'est l'ascension. Et en même temps, c'est ça qui est cool, c'est le chemin, c'est l'ascension, c'est pas le résultat. Parce que ce qui est bien, c'est aussi souffrir, prendre des coups et se relever. C'est ça qui est beau. C'est pas juste de se dire ouais, ça va être génial et c'était facile et c'était easy. C'était pas facile. C'est pour ça que tout le monde ne le fait pas. Et c'est aussi pour ça que c'est cool de le faire et d'avoir des succès, qui soient financiers, qui soient dans le recrutement. Tu sais, aujourd'hui, je suis très content quand j'embauche un collaborateur, mais je connais pas son prénom. Je n'ai pas une fierté de te le dire, mais ce que je veux dire, c'est que le sentiment que je ressens, il était plus fort quand j'ai embauché ma première salariée, qui est toujours chez nous, c'est une grande fierté aussi et que j'aime beaucoup, que de signer un CDI aujourd'hui, parce que c'est devenu quelque chose pour moi
de banal. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas très content d'accueillir quelqu'un dans le groupe, mais ça veut dire qu'il ne m'est plus possible, aussi par la distance géographique, de connaître tous les gens qu'on recrute et de me rappeler, parce que je suis très mauvais en prénom en plus, de me rappeler forcément de tous leurs prénoms. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas le nombre qui fait, puisque la preuve, si tu me demandes, j'étais plus heureux. Je suis très heureux aujourd'hui, mais l'émotion était plus forte quand j'ai signé le premier CD de quelqu'un que quand on le signe aujourd'hui. C'est pareil, je me souviens de l'émotion quand j'ai acheté mon premier appart. Je signe un acte authentique cette semaine, je sais pas si c'est demain ou après-demain. Bon, tu vois, la preuve, je sais même pas si c'est demain ou après-demain. L'émotion est beaucoup moins forte. Ça veut pas dire que je suis blasé. Tu sais même pas ce que tu achètes, tu sais même pas. Non, il y a une équipe qui valide les achats, etc. aujourd'hui, bien évidemment. Donc ça veut pas dire que je suis blasé, hein, c'est pas dans ce sens-là. Ça veut dire que ce qui est important, c'est pas les montants, c'est vraiment de pouvoir aller un petit peu plus loin, parce que c'est ça qui vraiment va être inspirant. Je te disais ça. Nous, on est toujours, attends, je te coupe, on est toujours chez Willow. Nous, ce qui est important, c'est d'apprécier le chemin. Et par rapport à ce que tu expliques, on est des fervents adeptes d'un bouquin de Darren Hardy qui est l'effet cumulé, Compound Effect. Darren Hardy qui t'explique ces petits pas, c'est la méthode des petits pas. C'est ce que tu viens de résumer en fait. Chaque jour, j'en fais un peu plus. Et je ne suis pas arrivé à 100 appartements comme ça. J'en ai fait un, puis un, puis un. Vas-y, continue, je t'ai coupé. Ouais, c'est ça, parce que si tu montes le mois d'il y a 10 ans, le mois d'aujourd'hui, et qu'il y a un mec qui dit ouais, j'ai 100 appart, ça va pas me parler, tu vois ce que je veux dire? Parce que je vais dire, non, je vais dire cool pour lui, top, mais je vais dire, je sais pas faire. Donc en fait, il faut juste se dire, si on prend les apparts, je vais investir et je vais passer à l'action. Et je prends un exemple, tous les jours, je discute avec des investisseurs, et je discutais encore avec quelqu'un de jeune il y a le mois dernier, mais ça m'a marqué parce qu'il me dit, mais si ça marche, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Et je dis, ça marche, mais tout le monde ne le fait pas parce que tu verras que c'est difficile, même avec nous, bien évidemment, parce qu'on va l'accompagner, mais tu verras que c'est difficile parce qu'il y a un moment, même si on fait tout pour toi, c'est comme quand tu es en haut du plongeoir. Il y a un moment, je peux te tenir la main, on va sauter ensemble, il y a de l'eau, je vais te dire, oui, c'est un plongeoir de 10 mètres, oui, ça fait peur parce que tu n'as jamais sauté de 10 mètres, mais ça va bien se passer. Il n'y a aucun problème et il y a de l'eau en bas. Tu ne vas pas te scratcher, il y a de l'eau en bas et tu vas sortir impeccable. Et je lui dis parce que le moment où tu vas devoir dire oui, j'achète, il est compliqué et je vais pouvoir t'aider, mais je ne vais pas pouvoir dire oui à ta place. C'est toi. À ce moment-là, tu vas quand même, il y a un moment, je suis là, mais tu vas quand même te retrouver seul. Peu importe, je vais être à côté de toi, mais il y a un moment dans ta tête, tu es quand même seul et tu dois dire oui. Et c'était marrant parce qu'il a mis longtemps à contractualiser pour devenir client et je lui ai dit, tu vois comme c'est dur. Déjà, le temps que tu as mis pour devenir client, alors que tu dis que c'est un truc de fou, que tu es convaincu, pourquoi tout le monde ne le fait pas, et tu mets déjà 2 mois à devenir client. Je lui dis, ce n'est pas un reproche que je te fais, mais c'est les faits. Ça répond à ta question, pourquoi tout le monde ne le fait pas? Parce que tout le monde n'a pas c'est une forme de courage, hein, de se dire, j'ai envie de prendre mon destin en main, je sais que la retraite sera petite, je sais que je dois investir dans l'immobilier, et maintenant, je vais passer à l'action. La nature humaine étant feignante, moi aussi, tout le monde, hein, c'est le concept de base où tout le monde va être feignant au départ de base, c'est de se faire violence pour se dire voilà, il faut que je le fasse. Et cette différence infime fait la différence entre ceux qui ont un appart, plusieurs, encore une fois, peu importe le montant, mais qui vont un petit peu plus loin que les autres parce que ça paraît bête et facile. Mais pour tous ceux qui ont déjà acheté un bien immobilier ou qui ont déjà pris des décisions importantes dans leur vie, bien évidemment là parce qu'on parle d'immobilier, mais ça peut être une décision de s'associer avec quelqu'un, ça peut être une décision de se marier, de divorcer, toutes les décisions importantes, les gens savent que c'est compliqué. Et du coup, c'est vraiment ce petit pas-là qu'on ne pourra jamais faire pour les clients, sur lesquels, peu importe, on peut mettre une task force autour d'eux, ils se retrouveront à ce moment-là toujours face à eux-mêmes le soir en se disant est-ce que je l'achète, qui fait la différence entre ceux qui passent à l'action et qui ne le font pas. Il y a Dominique qui te pose une question. Qu'est-ce qui te procure le plus d'émotions aujourd'hui? Ce qui me procure le plus d'émotions, ça va être bête, mais c'est quand on se retrouve souvent, et trop rarement, mais tous ensemble. Il y a une fois, je te raconte une anecdote, et ce soir, par exemple, on fait un after-work tous ensemble. Ça me procure toujours une émotion de voir beaucoup de gens. Mais la plus grande émotion, c'est qu'à chaque fois quand je vois l'équipe au complet dans un moment de détente, c'est à chaque fois là, et ça peut être le plus petit événement, le plus gros, c'est ça, réellement, c'est ça qui me procure toujours le plus d'émotion parce que il y a des facilités, il y a des difficultés, et quand je vois ça, c'est ces moments-là et qu'on associe, on se dit waouh, on a réussi quelque chose. Et je te prends l'exemple, quand on n'était pas autant, mais je sais pas, je pense déjà une quarantaine, une cinquantaine,
on fait un événement. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que comme on a des boutiques dans plusieurs villes de France, et même à Paris, comme ça s'est construit, on a 3 ou 4 bureaux à Paris, là où je suis, où on fait la conf là en ce moment. Et puis on a des bureaux à Lille, etc. Donc c'est rare quand on est tous ensemble, parce que bien évidemment, ça regroupe la France entière. Mais déjà, quand on était 30 ou 40, un jour, j'ai mon associé qui vient me voir et qui me dit, même ça l'a travaillé, hein, c'était il y a 3-4 ans, et il me dit, ouais, c'est impressionnant, il me dit, ça me fait peur. Et en fait, même le lendemain, ça lui a fait peur parce qu'il m'a dit, je me sens hyper responsable de tous ces gens. C'est un petit peu comme une famille, comme si tu avais 40 enfants au début et que tu te dis, faut pas que la machine s'enraye parce qu'ils comptent sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Et pour te dire à quel point il y a un côté familial dans le groupe, nous, ce qui nous fait rêver, c'est ce côté aussi familial, ce côté groupe familial, etc., qui se construit. On a beaucoup, un certain nombre, en tout cas plus de 2-3 personnes qui ont ramené leur conjoint ou leur conjointe au sein de l'entreprise et qui travaillent, alors ça peut être dans des postes bien évidemment différents, mais où les deux travaillent chez nous. Et si tu veux, il y a quand même une responsabilité, quoi. Déjà, il y a une marque de confiance énorme. Et après, il y a une notion de responsabilité qui est énorme. Et je me rappellerai toujours, cette fois-là, il m'a dit, même le lendemain, ça l'a travaillé, il m'a dit, tu sais, franchement, ça me fait flipper parce qu'ils comptent sur nous, quoi. Il me dit, si demain il y a un problème, ces gens-là, quand même, comptent sur nous. Et depuis, quand on fait des événements où on est beaucoup, et je sais que ce sera le cas ce soir, quand je vois les gens et qui sont beaucoup, c'est là où je me dis, ouais, on a quand même construit quelque chose, c'est-à-dire que ça ne se fait pas en un claquement de doigts de réunir autant de personnes. Je le dis avec fierté, c'est la plus grosse valeur aujourd'hui de la boîte. C'est pas bien évidemment moi, c'est pas la marque, c'est pas l'historique, c'est vraiment les gens qui la constituent. C'est un métier de service. Donc les gens nous payent, ils payent du savoir-faire, de l'expertise. Donc ils payent initialement du vent, quelque chose qui n'est pas tangible. Et du coup, c'est vraiment cette valeur-là, la valeur ajoutée du groupe. Et c'est cette valeur-là où je dis, voilà, les 150 qui sont là, c'est ça que la valeur ajoutée du groupe aujourd'hui. Et donc, ce qui me procure le plus d'émotion, à chaque fois, c'est ça, c'est quand je vois vraiment ce groupe, et je me dis, waouh, là, on a quand même, on ne pourra pas nous l'enlever, on a réussi quelque chose. Ils achètent aujourd'hui, tu les as poussés à faire de l'épargne, tes collaborateurs? Ouais, il y en a beaucoup qui ont acheté et qui sont passés à l'action, bien évidemment, au sein du groupe. Je ne saurais pas te dire combien, mais il y en a une part assez significative qui achètent. Ouais. C'est bien ça. Bon. Donc, ouais, ils testent le service aussi. Last question, n'est-ce pas? Il faut qu'on clôture. Ça fait plus d'1 heure qu'on discute. On a explosé les compteurs. On est bon, Eudes? On est bon. Merci, Michael. Super partage, super énergie. Merci à tous les deux. Ouais, c'est super inspirant. Merci beaucoup. Écoute, à tous les auditeurs, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube. On va mettre ça sur cette interview sur YouTube après. C'est visionnable sur LinkedIn, sur le groupe privé Facebook. Et si vous avez des questions, via LinkedIn, vous pouvez poser des questions à Michael. Merci à vous. Merci, Michael. Je clôture. Merci.